l'objet d'un rejet tel que l'on aurait pu imaginer au vu de sa composition, un grand rond-point entouré de véhicules. Est-ce que ça, c'est du paysage? Mais pour une partie des habitants, ils trouvent que ça a une qualité. Il y en a plus qui trouvent que ça a une qualité que ça n'en a pas. Et donc, nous, en tant qu'experts, ça doit nous amener à réfléchir, j'en reviendrai sur cette vue. Et enfin, cette vue-ci, vous voyez que là, le rejet est relativement important. On a une partie importante de la population qui considère que ce n'est pas, une vue intéressante. De nouveau, la grande zone verte de Niemeyer est une des zones les plus appréciées par la population. Alors, si je retravaille maintenant, si je compare ces différentes vues, si je regarde les trois vues qui sont les plus appréciées par la population, la vue la plus appréciée, c'est cette grande zone de la foire de Niemeyer, cette espèce d'ovni moderniste au cœur de la ville, qui est complètement bouleversée et constituée une enclave à l'intérieur de la ville. Deuxième vue la plus appréciée, c'est la vue à partir sur la façade maritime. Et vous voyez, la troisième vue la plus appréciée, c'est ce rond-point. Ce rond-point, c'est le grand boulevard. Et maintenant, si on demande aux habitants quelle est la vue qui représente le mieux la ville, pas seulement ce qu'ils aiment, eux, à titre personnel, qu'ils trouvent beau, on leur demande, on oublie ce qui est beau, on leur demande ce qui est le plus représentatif de la ville. Et la vue la plus représentative de la ville, ils disent que c'est celle-là. Et pourquoi est-ce qu'ils disent que c'est celle-là? Parce que c'est le rond-point où tout le monde va se rassembler. C'est le rond-point où, dans l'ensemble des communautés, tout le monde va passer par là. On n'a pas le choix. Quand on vit à Tripoli, un jour ou l'autre, on va passer par là. Et on y voit, on y côtoie l'ensemble de la ville. C'est également un rond-point qui est marqué par des signes communautaires. Vous savez qu'au Liban, c'est extrêmement fort. Donc moi je ne le vois pas, vous le voyez peut-être, mais les Libanais le voient, les traces et la présence communautaire à cet endroit. Et ça va faire remonter cette vue dans les appréciations. C'est quelque chose qui, à nous, que ce soit la chercheuse ou moi-même, a fortiori moi-même, juste totalement inattendu avant de commencer le travail. Et si on regarde maintenant de l'autre côté, on s'intéresse toujours aux deux côtés de la pyramide, aux deux côtés du spectre quand on analyse cette vue. Quelle est la vue la plus décriée, la moins appréciée? C'est celle-ci. Quand on regarde la vue qui est la moins intéressante, c'est la vue qui est la plus publiée sur Flickr. Donc, quand on regarde le nombre de fois où un espace urbain publié sur les réseaux sociaux, c'est celle-ci qui ressort le plus souvent. Quand on demande aux habitants mais quelle est la plus intéressante, la plus valorisante au niveau paysager, c'est celle-là qui est la moins appréciée. Deuxième, celle-là. Pourquoi? C'est des traces de manière. C'est relativement évident. Et troisièmement, le cœur mamelouk. Cette vue surplombant sur le cœur mamelouk, la troisième moins appréciée de la ville. Ça nous dit quelque chose sur le produit des politiques patrimoniales des 50 dernières années qui se sont centrées sur le monument, qui ont totalement ignoré l'échelle de la ville de manière plus globale, qui ont amené ce développement anarchique et qui aujourd'hui produit un ensemble qui n'a plus de valeur, ou au contraire, une valeur négative pour les habitants. Et quand on demande aux habitants quelle est la vue qui représente le mieux la ville, ça, ils considèrent que c'est ce qui représente le moins bien leur ville. De nouveau, les stigmates de la guerre, c'est ce qu'on essaie de plus mettre sur le côté, ce qui est le plus rejeté par la population, ça c'est logique. Deuxième élément, qu'est-ce qui représente le mieux votre ville? Cette vue, la vue la plus verte, sur laquelle on voit la végétation telle qu'elle existait avant qu'on canalise la rivière. C'est une vue qui est appréciée, que les gens peuvent trouver intéressante, et c'est pas ce qui représente le mieux la ville. Et troisièmement, la vue avec le château, la canalisation en béton, qui ne représente pas ce que les gens considèrent être comme leur vie. Voilà trois méthodes, trois différentes manières d'aborder le paysage urbain historique, depuis les échelles micro-quantitatives centrées sur la manière dont on peut percevoir un espace en mouvement, jusqu'à des échelles plus macro. On va s'intéresser à dire mais qu'est-ce qui fait ces points, comment va-t-on pouvoir les détecter sans imposer notre regard d'expert à la ville, en essayant de travailler sur base de ce que les gens vont eux-mêmes, sur base de leur expertise, de leur connaissance de la ville, décider comme plus ou moins important.
et comment peut-on qualifier, identifier les valeurs qui sont liées à ces lieux. Donc simplement pour conclure, on est sur une définition du patrimoine qui est extrêmement large aujourd'hui, et depuis 2011, cette définition du paysage urbain et historique fait aujourd'hui consensus, ça relie, ça agrège un très grand nombre de disciplines qui travaillaient jusque-là de manière autonome, des gens qui s'intéressent au paysage, des gens qui s'intéressent au patrimoine, d'autres qui travaillent sur la morphologie urbaine, on a des experts en matière de space syntax qui interviennent et qui se retrouvent de cette manière mis en réseau à travers cet objet qui croise les disciplines et qui est extrêmement exigeant puisqu'il faut adresser les aspects liés au patrimoine, aux dimensions urbaines et au paysage en parallèle, de manière conjointe. On a pour adresser ces espaces, j'ai dit, ici c'est une correction automatique, je suis désolé, on a une série, j'ai tapé trop vite et il m'a corrigé. Il m'a pris. C'est des isopistes. Il a trop parlé pour son on a différentes approches pour les aspects configurational studies, on a des méthodes de l'aspect syntaxe, des approches sphériques qui permettent d'étudier les propriétés visuelles d'une place. On manque d'informations sur le sens, les genres de ces espaces, aux valeurs ou l'attachement personnel, subjectif qu'ils peuvent avoir par rapport au lieu. Pour cela, on peut aller chercher dans un réservoir quasiment inépuisable aujourd'hui, les réseaux sociaux, pour aller chercher de manière beaucoup plus proche de la perception des gens, différents types d'attributs, différents types d'usages, à la fois des lieux, des bâtiments, des valeurs intangibles liées au commerce, à la nourriture, qui évidemment n'est pas toujours corrélée à la vue des experts, et c'est pour ça qu'on s'y intéresse. On va pouvoir trouver là un autre paysage qui était totalement ignoré par les experts. Et enfin, on va utiliser des enquêtes auprès des habitants pour comprendre ce qu'il y a derrière ces lieux. Pourquoi ils ressortent sur Flickr? Et s'ils ressortent sur les médias sociaux, est-ce que, même s'ils ressortent, même s'ils sont très souvent postés, est-ce qu'ils représentent la ville? Est-ce qu'ils sont appréciés dans les habitants? Et aujourd'hui, je pense qu'en termes de perspective de recherche, le gros des efforts de recherche est à réaliser à la conjonction entre ces trois grandes approches. En des approches qualitatives et quantitatives, des approches micro, les espaces ouverts, des approches macro à l'échelle de l'ensemble de la ville, de manière à mieux comprendre le réseau des valeurs, des propriétés qui forment les qualités de l'espace urbain. Voilà ce que j'avais à raconter aujourd'hui. Merci beaucoup. On vous remercie, professeur Keller, pour la présentation qui a exploré différentes approches pertinentes à l'évaluation de l'environnement et du paysage urbain. Pas que le paysage du patrimoine. Exact. Okay. Donc, comme d'habitude, on va passer aux questions. Ou on remarque, si vous n'êtes pas d'accord. Je vous remercie. Une question. Là, on questionne, vous avez dit, l'intelligence des habitants. Oui. Et c'est un beau terme, parce que les habitants sont intelligents. Maintenant, leur avis peut être négatif. Oui. C'est ce qu'on a vu. Oui. Et quelle serait notre réponse, nous, soi-disant les experts, devant le rejet d'un site, le rejet d'une image? D'après vous, quelle serait notre réponse? Est-ce qu'on préserve? Parce que ce rejet-là, cette image-là, elle représente la mémoire. Est-ce qu'on la préserve malgré le rejet, ou bien on la laisse? Ou bien on la détruit? Merci pour la question. Je pense effectivement que c'est extrêmement important, et je ne l'ai certainement pas assez dit, de volonté qui est derrière cette analyse, c'est étendre.
étendre nos outils de connaissance, de compréhension de la ville, et en particulier du patrimoine. Et de l'étendre en intégrant davantage l'intelligence des habitants, des usagers, parce que c'est aussi l'intérêt d'un outil comme Flickr, c'est qu'on aura également éventuellement des touristes. Donc étendre notre capacité de compréhension d'un lieu. Alors je crois que ça ne doit pas et ça ne peut pas se faire contre la vision des experts. Il y a tout un champ de connaissances et d'expertise qui s'est développé depuis les années 60 dans le domaine du patrimoine. Le propos que j'ai développé ici n'est pas de le nier, au contraire, il faut combiner ces différentes approches. C'est aussi pour ça que j'ai commencé par, quand j'ai présenté la manière dont on peut analyser le paysage urbain, des approches très quantitatives, basées sur des outils qui nous permettent de manière relativement objective d'identifier, caractériser, faire ressortir les qualités d'un lieu, qui sont dans un premier cas basés sur des analyses spatiales, mais c'est également tout ce qui relève de la connaissance, de l'histoire. Un lieu peut avoir une valeur parce qu'il est unique, ancien, et qu'il représente quelque chose qui a une importance dans l'histoire. Je pense que ces différentes visions du patrimoine ne sont pas exclusives, que l'enjeu, le défi, c'est au contraire de les intégrer. Et je pense dans un deuxième temps, pour répondre de manière plus concrète à la question, que ces questions vont se poser. On n'a pas encore commencé à travailler sur ces questions-là, mais dans le cadre de la thèse, cet étudiant, cette Tripoli, on va l'aborder. C'est également au moment où on va intervenir sur un morceau du patrimoine qu'il va falloir combiner ces différentes approches. Et de nouveau, là, on souhaite utiliser les réseaux sociaux, les médias sociaux pour travailler sur ces questions, et en particulier travailler sur des questions d'apprentissage, de partage d'informations qui est dans les deux sens, les experts de la population et la population de les experts, considérant qu'aujourd'hui, quand on intervient sur un lieu, dans l'espace des villes nord-européennes, si vous, en tant qu'opérateur, en tant que ville, en tant que puissance publique, si vous n'ouvrez pas la page Facebook qui correspond à votre opération, si vous ne faites pas vous-même l'effort de présenter votre projet, de ses motivations, d'ouvrir la place aux commentaires et aux remarques, vous avez de grandes chances qu'une association, qu'un groupe de riverains opposés à votre projet ouvre cette page Facebook et prenne la place de la centralité et s'érige d'une certaine manière en point de passage obligé pour l'ensemble des personnes qui vont s'intéresser au projet. Et donc on doit aussi penser aux réseaux sociaux en tant que moyen de collaboration entre experts et population. On a un intérêt extrêmement important, en particulier aux opérations patrimoniales, à anticiper des conflits, des controverses, répondre aussitôt que possible aux remarques qui sont faites par les riverains, à les intégrer dans le cadre de la formulation, de la conception du projet, de manière à éviter de voir la controverse dégradée en conflit ouvert, parce que quand on est dans une situation de conflit, avec la page Facebook qui va agréger l'ensemble des personnes opposées au projet, on est dans une situation totalement bloquée qui est quasiment irrésoluble. Donc on est là dans une approche un peu plus opérationnelle, qui va venir dans un deuxième temps dans la thèse, et où je pense que les réseaux sociaux ont également un rôle à jouer. Merci. S'il vous plaît, éteignez le... Je vais pas. D'abord, je tiens à vous remercier, professeur, pour cette présentation et pour toutes ces informations dont vous nous avez fait part. Ma question concerne l'approche utilisant les indicateurs sphériques. Oui. Pourriez-vous nous dire par quel chercheur a-t-elle été initié, ou bien quels sont les chercheurs ayant travaillé avec cette approche et auxquels on peut se référer? Ok. Merci. Par qui ça a été initié? On a en fait, au niveau du laboratoire dans lequel je travaille, on a commencé à utiliser ces projections dans les années 70-80, avant que je sois dans le laboratoire. C'était essentiellement lorsque l'on travaillait sur le microclimat urbain
et on utilise depuis très longtemps ce type de projection pour faire des analyses de l'ensoleillement des places. Vous allez trouver des références qui datent des années 60-70 chez les Sokolai, etc. On utilise des vues sphériques et on superpose le cheminement solaire sur ces vues sphériques pour avoir montré quand le soleil se lève ou quand il se couche à l'intérieur d'une place pour les 12 mois de l'année. On a également utilisé ces vues sphériques au niveau thermique pour avoir, ça nous donne à l'époque également une évaluation de la lumière naturelle. Et on a tous les travaux sur les Sky View Factors qui donnent, quand on calcule le rapport entre la surface du ciel et la surface du cercle, on a d'une certaine manière une évaluation avec quelques nuances sur la quantité d'éclairage naturel qu'on peut obtenir en un lieu. C'est les premières utilisations qui ont été faites, et puis à partir, moi quand j'ai commencé à travailler sur ma thèse, quand j'avais encore des cheveux, on a commencé à utiliser ce type d'outils pour faire des choses un peu plus comment on dit, un peu plus liées au paysage, en forçant un petit peu l'usage de ce type d'outils, en disant mais c'est pas seulement des questions d'ensoleillement, ça nous donne également d'une certaine manière une mesure de l'espace. Ça nous donne une mesure des propriétés de l'espace en termes de confinement, en termes d'échelle, en termes d'orientation. Vous allez trouver des publications sur ce sujet-là à partir des années 2000. Moi, vous allez sur mon nom et vous tapez sur sphérique, vous allez trouver des publications sur ce sujet qui ont été développées. Et c'est une manière de compléter ce qui se fait au niveau des isovistes, qui fait purement 2D. Et l'hypothèse que je faisais à l'époque, c'était de dire mais les propriétés tridimensionnelles des bâtiments jouent également sur la configuration des murs. On l'a très bien vu à travers l'analyse de la place Stanislas. Aujourd'hui, vous pouvez toujours utiliser ces outils. On a à l'époque développé un logiciel qui s'appelle Stormscope, qu'on peut encore télécharger, qui vous permet de faire le calcul des ouvertures de ciel à l'intérieur d'un réseau de glace. Et donc, à titre personnel, il y a un petit temps que je n'ai plus fait des analyses comme ça, je suis un peu trop vieux, mais les étudiants l'utilisent encore dans le cadre de travaux sur les ambiances urbaines. Et vous avez encore tout un champ d'analyse sur le CERMA à Nantes qui combine les isovistes et les vues sphériques à l'heure actuelle. Je vais poser une question. Oui. Je voudrais savoir le positionnement de cette recherche, parce que si on prend en considération l'évaluation de l'environnement urbain, historiquement, depuis Thiel, Gibson, Paneret, et ainsi de suite, il y a un élément très important, c'est-à-dire c'est le mouvement, la mobilité des gens, et plus avec la visibilité. Même avec les chercheurs contemporains, tels que Jacques Nazar, qui travaille sur l'environnement aesthetic appraisal, il prend en considération l'aspect dynamique, c'est-à-dire même en termes de méthode, il repose sur ce qu'on appelle le static versus le dynamic display. Donc, des fois la photo, des fois la vidéo au niveau des laboratoires, mais avec aussi des expériences in situ. Et ce domaine, parce qu'il touche la préférence, il est toujours lié le côté de la discipline de la psychologie environnementale. Depuis en Suisse, il y a quelques paramètres, tels que Kaplan, on parle des mythes, la diversité, l'openness, l'ouverture. Donc il essaie ces chercheurs de coordonner les éléments même en utilisant l'aspect syntaxe. D'après votre présentation, j'ai remarqué que toutes les évaluations ont été faites sur le côté static display. Un point de vue, c'est des photos. C'est ma première question. Pourquoi? La deuxième question, c'est en termes de tri des images collectées à travers le Twitter. Vous avez dit qu'on va choisir. Sur quels critères? Parce que les critères vont en quelque sorte orienter la recherche. C'est ma question. Quels est les critères? Ok, merci. Sur la première question, donc ce que j'ai montré sur les. Je suis
bien conscients du fait qu'on a encore du travail à réaliser pour combiner les différentes approches. Et quand on travaille sur ce type d'analyse, on est dans une approche dynamique. On s'intéresse à la dynamique de la perception, la dynamique du cheminement. Systématiquement, on va privilégier cette vision plutôt dynamique. Et on peut travailler sur donc on est ici dans un champ, et on perçoit un environnement en mouvement. On peut travailler cette dynamique à travers la variation d'un indicateur d'un certain nombre de points, comme celle-ci. Donc là, on a la manière dont on perçoit la variation de l'ouverture du ciel lorsqu'on se déplace, en analysant un paramètre après l'autre. Nous avons également travaillé sur la mesure de la déformation de la figure de ciel au cours du déplacement. On a travaillé sur des indicateurs qui nous permettent de dire est-ce que la figure de ciel se déforme plus ou moins vite lorsqu'on se déplace à l'intérieur d'une rue. Donc on est rentré dans ce type d'analyse en essayant effectivement de croiser ça avec le champ de la psychologie environnementale et ce champ de psychologie environnementale avec une série de travaux qui sont classiquement orientés sur effectivement reconstruire la manière dont l'utilisateur peut percevoir un lieu, soit à partir de vue statique, soit à partir de vue dynamique. Et on peut travailler sur base de comparaison entre des perceptions dans un lieu et des indicateurs. On a travaillé également en interrogeant le public dans un certain nombre de places, en essayant de voir si leur perception, la perception qu'ils avaient des places, en qualifiant des ouvertures, correspondait à ce qu'on avait au niveau des indicateurs, et on a pu mettre en évidence des rapports entre les deux. Dans le champ de la psychologie environnementale, c'est un champ très très large, qui s'est considérablement développé, qui intègre aussi toute l'approche cognitive, carte mentale, etc., dont je n'ai pas parlé. Donc voilà pour la première question. Donc on travaille toujours sur les deux versants, et on travaille à la fois sur la perception dynamique, et là on utilise des outils informatiques pour s'adresser aux individus. C'est déjà énormément de travail de les interroger sur une photo. Sur 12, c'est encore une tâche un peu plus compliquée. On leur montre 12 vues, on leur demande de faire une tâche sur 12 vues. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que c'est représentatif ou pas? On leur demande de qualifier la vue, on leur pose des questions, ils peuvent mettre des attributs à chacune de ces vues. C'est un travail relativement fastidieux. On pourrait faire un travail de même nature dans un environnement immersif. Sachant qu'on pose aussi toujours les questions, on ne les pose pas en laboratoire, on les pose sur des lieux. Donc les gens sont dans l'espace quand on leur pose des questions. Donc on a de cette manière-là le croisement entre la perception enrichie par le jugement enrichi par la perception du lieu en condition et ce qu'ils peuvent voir sur un certain nombre de photographes. Voilà comment on traite le croisement entre les deux. Je sais que c'est insatisfaisant et je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et c'est très bien comme ça. Mais il y a encore beaucoup de travail de ce point de vue-là. Sur la deuxième question, comment choisit-on? On a 200 vues. Comment va-t-on choisir les 12 qui nous intéressent? Comment va-t-on les sélectionner? Dans notre cas, on a échantillonné délibérément l'ensemble de Tripoli. On voulait des vues qui couvrent l'ensemble de Tripoli, et donc on savait qu'on voulait une vue d'Elmina, une vue de Kobe, une ou deux vues de la vieille ville, pour échantillonner sur l'ensemble de la ville, et de manière à ne pas privilégier un espace plutôt que l'autre. L'extension spatiale, c'est en gros défini par Flickr. On a essentiellement trouvé des photos dans cet environnement-là. On a cherché à obtenir une vue de chacun de ces quartiers, sachant qu'on avait en arrière-plan, on n'a quand même pas tout oublié. Je dis, on est intéressé par la perception des habitants, on n'oublie quand même pas tout ce qu'on sait sur les strates historiques de la ville, sur la manière dont la ville s'est développée au cours du temps, sur le lien entre ces strates historiques et les niveaux socio-économiques. On sait tout ça, on a ça en arrière-plan, et on sait qu'en prenant une vue de Kobe, on est sur une strate historique plutôt récente, plutôt pauvre,
plutôt ancien, plutôt pauvre, ottoman et avec un meilleur niveau de revenu, mandat français, meilleur niveau de revenu, et donc on va échantillonner pour avoir des combinaisons de lieux qui sont suffisantes. Ça c'est une première chose, un échantillonnage. Deuxième chose, est-ce qu'en fait, on peut se demander, mais est-ce que vous jugez, c'est quoi? C'est la qualité du lieu ou la qualité de la photo? Ça c'est deux choses différentes. Est-ce qu'on juge une belle photo? Ça c'est une belle photo. Elle est belle. Elle est attractive, elle est stimulante. Mais ça, et on voit que c'est l'image qui est considérée comme la plus représentative de la ville. Ça, ce n'est pas une belle photo. Donc on a, à travers le travail qui a été réalisé, à travers les résultats, on est assez confiant dans le fait que les personnes qui ont été interrogées ont bien compris la consigne et qu'ils ont bien compris qu'on ne leur demandait pas de nous dire si la photo était belle ou pas, si elle avait un bel éclairage, un beau contraste, de belles couleurs, mais c'est quelque chose qui était important pour eux. Et ça, je crois qu'il faut être attentif à ça quand on choisit une photo. Avoir un différents types de niveau de qualité de photo dans le panel de choses qu'on va montrer dans un temps. Merci. Je voudrais seulement continuer sur la question de notre collègue. Les gens qui ont été choisis, oui. C'est ceux qui ont un accès à un réseau social. Non, non, alors les gens qui sont ici, j'étais vite, hein, je suis désolé. On a interrogé 300 personnes dans la rue. On a pris 12 photos sur Flickr. On en a choisi sur les 200, on a pris 12, on les a imprimées. On prend notre phare, notre classeur de la rue, on se met dans l'ensemble de ces points, puisque les personnes qui interrogent, ils vont interroger 20 ou 30 personnes là-bas, 20 ou 30 personnes ici, 20 ou 30 personnes là-bas. Avec leur classeur, ils montrent les 12 photographies et ils demandent aux personnes qu'ils interrogent, qualifiez-moi cette vue. Donc il n'y a pas une certaine discrimination Non. Là où il y a de la discrimination, c'est ici. Là, c'est uniquement les gens qui publient sur Flickr. Vous voyez, on a un certain résultat. Les gens qui publient sur Flickr. Ça, c'est uniquement les gens qui ont accès aux réseaux sociaux. Ça veut dire que dans les 200 vues, il est peu probable que vous ayez des personnes âgées, des très jeunes. Ça, c'est Flickr. Après, on prend 12 des 200 vues, et là, on voit qu'on a tous les âges représentés, tous les niveaux d'éducation, toutes les professions représentées, parce que là, on est dans la rue. D'accord, merci beaucoup. Oui. Donc, vous avez parlé des attributs tangibles et intangibles. Ça veut dire pour comprendre à peu près le patrimoine urbain historique, conjugué à l'approche cognitive, c'est-à-dire pour faire une lecture exhaustive de cette ville. Et vous avez, ça veut dire pour comprendre aussi l'aspect quantitatif et qualitatif de cette ville. Donc, ma question, comment utiliser ces indicateurs pour faciliter la tâche aux chercheurs algériens et aménageurs dans le cadre des opérations de restauration des anciens noyaux qui sont en fait de dégradation, en dégradation perpétuelle. Et ça veut dire, est-ce qu'on peut utiliser cette notion de strate? Strate, ça veut dire une superposition d'aspects, ça veut dire historiques, pour faciliter la tâche à ces chercheurs. Et est-ce que ça veut dire, pour reconstituer au moins une partie de la partie qui a été disparue? Reconstituer la partie qui a été détruite. Détruite par une recherche combinée de l'aspect historique, c'est-à-dire les strates, ça veut dire les traces qui sont dessinées sur le sol. D'accord. Merci.
Et non pas des fonctions de photos. Oui. On a cadré ce travail dans une réflexion plus large qui au départ, on s'intéressait aux études d'impact. Et en particulier aux études d'impact sur l'environnement. Le droit européen impose de prendre en considération le patrimoine dans le cadre d'une étude d'impact sur l'environnement pour un nouveau projet, un nouveau bâtiment réalisé dans un lieu donné. Lorsqu'on analyse ces études d'impact, on constate que très souvent le patrimoine n'est pas pris en considération. Dans les études d'impact, on va considérer la mobilité, le milieu naturel, l'impact sur le commerce, etc., mais très peu le patrimoine. Donc on a souhaité améliorer les outils qui étaient mis à disposition des praticiens, qu'il s'agisse d'autorités publiques ou d'auteurs d'études d'impact, pour leur donner des moyens d'analyser l'impact de leurs interventions. Ceci amène deux choses. Ça veut dire qu'à travers ces outils, on peut sur base d'une modélisation 3D d'un ensemble urbain, on peut réaliser une analyse de sa configuration spatiale. On peut reprendre une modélisation de la vieille ville de Biskra avec le réseau de rues plus étroit, et on peut calculer l'ouverture de ciel, calculer une série d'indicateurs à l'intérieur de ce réseau de rues, de même manière qu'on pouvait le faire sur le Space Impact. Quel était l'ADN spatial de la ville avant qu'on commence à la transformer? Et qu'est-ce que les transformations ont amené comme modification? Moi, je parle bien de modification parce qu'on distingue toujours dans les études d'impact, on distingue l'effet de l'impact. Le fait qu'on change quelque chose n'est pas nécessairement négatif, sinon on n'aurait jamais construit la Tour Eiffel. Voilà, quand on a mesuré une transformation, on ne l'a pas encore qualifiée. C'est pour ça je parle de valeur, je parle de sens, de compréhension, parce qu'on peut mesurer des changements, que ce soit en termes de space syntax, en matière d'ouverture de ciel. Après, quand on a mesuré les effets, il faut pouvoir encore leur donner un certain type de sens. Donc je crois que là, il y a un outil qui est offert aux chercheurs de travailler sur des modélisations de la ville ancienne, de ces différentes évolutions, la comparer à la manière dont la ville est aujourd'hui et analyser les modifications qui ont été réalisées au cours des dernières années. En termes de praticiens maintenant, si je vais un pas plus loin, parce que encore un pas plus loin, je pense qu'une des raisons pour laquelle on s'intéresse aux photos et à la vue des gens, c'est parce que c'est une certaine forme de modestie. On a, en tant qu'architecte, en tant que spécialiste du patrimoine, nous avons collectivement tendance à donner beaucoup trop d'importance au bâti. Lorsqu'on interroge les personnes dans la rue, on se rend compte, premièrement, que la question de l'architecture n'est pas ce qu'ils voient en premier lieu, mais pas ce à quoi ils s'attachent le plus nécessairement. Donc je crois que ça doit nous amener à une certaine modestie, une certaine réflexion de oui, c'est bien de s'intéresser à la protection du bâti, mais il y a d'autres valeurs auxquelles on doit donner autant, si ce n'est plus d'importance. C'est celles-là qui vont compter pour la population, et on travaille quand même, si on définit comme le patrimoine comme quelque chose qui a de la valeur pour la société, si on le considère sérieusement, on doit intégrer cette dimension-là dans notre pratique. Et c'est d'autant plus le cas lorsqu'on travaille sur des images altérées. Et là, je vais un pas plus loin. Je fais le contraire de ce que je proposais tout à l'heure. Je vous dis tout à l'heure, pour analyser les différentes strates, on peut analyser des comparaisons de space syntax ou d'ouverture de ciel sur la ville ancienne, 1900, 1950, et la ville aujourd'hui, 2017. On peut aussi faire des modifications, mettre une nouvelle tour et présenter une vue aux habitants. On a fait ça à Liège. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui ne le voient pas. Vous prenez une vue, un espace urbain, vous mettez une tour dans cet espace urbain, mais est-ce qu'il y a quelque chose de bizarre dans la vue? Vous avez 10 à 15% des personnes interrogées qui ne le voient pas. Parce que ce n'est pas ça qu'ils regardent. Et parce que nous, architectes, nous sommes entraînés à décoder notre environnement physique, à décoder l'architecture, à décoder du visuel. Ce qui n'est pas le cas de la population. Et donc nous avons systématiquement tendance à surévaluer l'importance de ce milieu physique par rapport à la population. Et je vous assure, faites l'essai, en tant que praticien, vous prenez une vue, vous mettez un élément bizarre,
dans la rue qui ça vous saute aux yeux. Vous allez dans la rue, vous demandez aux habitants qu'est-ce qui ne colle pas ici. Il y a beaucoup de gens qui vont dire non, il n'y a pas de souci. We asked students that this workshop is for you, so you have got to ask questions. Oui, pour faire des remarques. On peut poser des questions, surtout des doctorats. Bonjour monsieur et merci pour votre présentation qui est aussi intéressante. Alors le terme de l'esthétique est vraiment aussi important dans la notion de l'urbanisme, de l'espace, de l'environnement bâti et social. Donc vous avez parlé de plusieurs indicateurs qui semblent très intéressants concernant les placettes, l'évaluation. Ma question concerne, donc il y a certains quartiers désintégrés, illicites, où l'espace est pourchassé, on n'a pas forcément des placettes, une vie publique, etc. Donc, qu'est-ce que vous proposez comme technique d'investigation ou mode, ou bien méthode d'analyse ou etc. Donc, voilà, pour évaluer ce cadre physique, donc en termes d'esthétique, et voilà, qui cause beaucoup de problèmes. Oui. Merci. J'explique toujours à mes étudiants que pour moi, tout est paysage. Et que c'est en particulier le cas depuis la Convention européenne du paysage de 2001. C'est également le cas dans la recommandation UNESCO sur le paysage urbain historique. Il n'y a pas du bon et du mauvais paysage, il n'y a pas du beau et du laid. Tout fait partie du paysage. À partir de ce postulat-là, ça change nos obligations par rapport à la manière dont on peut aborder, analyser un milieu urbain. C'est-à-dire qu'on doit aussi considérer que ça aussi c'est du paysage. C'est pas juste une nuisance, c'est pas juste quelque chose auquel on doit tourner le dos, c'est aussi quelque chose qu'on doit apprendre à étudier. Ça veut dire qu'on peut aussi, et ça a été fait par des équipes, travailler sur est-ce qu'on peut qualifier, par exemple, l'accès au paysage à partir de ces endroits-là. Est-ce qu'on peut analyser les espaces ouverts, les rues, la perception que l'on peut avoir de la ville depuis le système de terrasse. Et on peut appliquer les indicateurs dont je parlais tout à l'heure, on peut les appliquer à l'intérieur des autres rues. On peut, toutes les analyses en matière de space syntax, ce type d'environnement va être intégré dans la configuration urbaine. On va considérer que ça fait partie de la ville aussi. Donc on va calculer tous ces indicateurs. Et on va parfois mettre en évidence des lieux, des places qui ont de la valeur aussi dans ce type d'environnement. C'est une première réponse. La première chose, c'est appliquer les mêmes outils à des lieux qui peuvent être développés de manière informelle. Deuxième réponse possible, il y a eu un travail de Nathalie Albrecht qui a travaillé sur tous les villes informelles au Liban. Elle a travaillé à l'IFPO, à l'Institut français du Proche-Orient à Beyrouth. Elle s'est intéressée à la ville informelle. Il avait fait, il y a une dizaine d'années, un parallélisme entre toutes ces villes informelles, et c'était également le cas pour les villes informelles au niveau de la Syrie avant le conflit syrien. Elle avait fait un parallèle entre ces villes et les villes spontanées italiennes. Elle mettait en évidence le parallélisme entre les villes qu'on considère aujourd'hui comme de grande qualité, les villes médiévales sur des éperons rocheux, et des ensembles qui sont développés de manière relativement informelle sur des sites relativement escarpés, en montrant à quel point on pouvait tracer des parallélismes. Ben oui, si vous analysez ça d'un point de vue paysager, ben vous êtes ici sur un système qui a respecté une configuration qui est donnée depuis l'époque mamelouk, avec un système pattern qui est orienté sur la rivière. Et si je viens ici, je change de présentation, j'essaie de retrouver rapidement la présentation que j'ai faite.
La ville, on prend tout ce qu'on appelle les party walls, on trace tous les murs mitoyens de la ville. Évidemment, tous ces murs mitoyens, comment voit-on qu'ils sont organisés? C'est une méthode assez classique en matière de morphologie. Ils sont tous orientés perpendiculairement au fleuve qui a guidé la construction de la ville. Si vous regardez cette partie de la ville informelle, elle suit exactement le même patron. Donc on peut aimer ou ne pas aimer la vue. En termes morphologiques, en termes spatiales, elle continue la ville historique. Et je pense, j'insiste sur cet élément-là. Donc la proposition, c'est appliquer les mêmes outils, les mêmes indicateurs à l'ensemble de la ville, pas seulement à ce que l'on aime, pas seulement à ce qu'on apprécie, mettre en évidence des points qui sont communs entre la ville informelle et la ville héritée. Et souvent, on va mettre en évidence que ces villes informelles, dans un certain nombre de cas, elles ont repris des patterns qui sont ceux de la ville médiévale. Bonjour, je suis Amassek pour votre présentation. Je m'intéresse vraiment par votre approche de la troisième dimension basée sur les isobis. Je voulais savoir, est-ce que vous avez fait l'expérience d'appliquer cette approche à l'échelle architecturale? Par exemple, de remplacer les rues par des éléments qui permettent l'accessibilité et visibilité, et le ciel par les plafonds ou toitures. En plus, je voulais savoir, est-ce que la limite de l'approche s'arrête là où il n'y a pas de troisième dimension, le cas des vestiges, où elle dépasse ça? Merci. Super bonne chose. Les isobis ont été développés et sont utilisables en intérieur de bâtiments. Vous avez plusieurs outils qui sont applicables en intérieur de bâtiments. Ce sont les isobis, les partitions, les e-partitions de Peponis, une série d'outils qui analysent l'espace comme un champ à l'intérieur de bâtiments. Nous, on a pris le problème à l'inverse. On s'est dit, mais ces outils-là, comment va-t-on les appliquer dans la ville, sachant qu'une partie de la difficulté, c'est que la ville n'est pas limitée. Je n'ai pas une enveloppe. Dans ce cadre-là, on a dû trouver un artifice pour définir de manière automatique des limites, plutôt que dans un certain nombre de cas d'application d'isovistes, on définit une boîte dans laquelle est la ville, et on va calculer les isovistes à l'intérieur de cette boîte. On est toujours obligé de définir un horizon virtuel dans lequel travailler. Avec les projections sphériques, ce n'est pas nécessaire, puisque l'infini est ramené à l'intérieur du cercle. Donc on a pris votre problème à l'inverse. On est parti du 2D, on s'est demandé mais comment l'amener en 3D dans un espace qui n'a pas nécessairement des limites. Maintenant, on peut utiliser les projections sphériques en intérieur. On n'aura pas, l'ouverture de ciel n'aura pas de sens, mais on peut calculer par exemple des longueurs de vue. On pourrait faire ce type d'analyse à l'intérieur d'un espace architectural. Ça, c'est une première réponse. Donc on a fait le trajet inverse à celui que vous proposez, mais on pourra faire le trajet dans l'autre sens. Deuxième réponse, que se passe-t-il dans des endroits comme les éléments qui sont des ruines? En fait, je déplace un peu la question, parce que, en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que tous nos indicateurs, ça fonctionne dans un milieu relativement dense. C'est-à-dire qu'il faut que l'espace soit toujours défini par les bâtiments. On est dans une configuration où la limite de l'espace est clairement marquée par du bâti, et donc on est dans un système de ville classique où la limite entre le vide et le plein est claire, et on n'a pas, comme dans la ville contemporaine, des espaces extrêmement larges. Si vous imaginez qu'on applique ces indicateurs dans des espaces périurbains, avec très peu de bâtiments, beaucoup de villes, vous n'aurez quasiment pas de variation dans vos indicateurs. Donc on sait que dans un environnement très très ouvert, où la limite, ce qui forme réellement l'espace n'est pas nécessairement le bâti, on aura des difficultés. Et on est là plutôt à réfléchir dans ce type d'environnement. Vous pouvez aller dans une périphérie classique européenne. Qu'est-ce qui définit l'espace? C'est la bordure d'un voirie, c'est un système de lampadaires,
c'est parfois un alignement d'arbres relativement ténu qui va marquer la limite de l'espace. Ici, ça ne va pas nous aider. Pourquoi? Parce que ça ne fait pas masse. Et là, on sait que dans ce type d'espace où la limite du vide n'est pas marquée par une masse, les outils qu'on a développés sont peu pertinents. Donc on sait qu'on a des limites de ce point de vue-là. Merci. Plus. Pardon. Non, il y a encore des questions. Encore des questions ici. Ok. Plus de questions. On va prendre des questions. Short question, please. Time for lunch. Vous aurez l'occasion l'après-midi avec le professeur Taylor durant la table ronde. On aura 1h30 de discussion. Donc, bonjour. Bon, moi, je suis informaticien, donc si vous permettez, je vais poser une question qui a une relation un petit peu avec surtout le choix des images. Je reviens un petit peu à ce que les collègues ont déjà porté. Moi, je pars du constat suivant. Vous travaillez sur les médias sociaux. Vous avez dit que, par exemple, pour Twitter, il y a pratiquement 8 millions de photographies par jour. Sur tout le monde entier. Sur tout le monde entier. Je suppose qu'il y a... Voilà, qu'il n'y a pas. Là, non, ce que je veux dire, c'est que pour Tripoli, il y a beaucoup d'autres photos. Parce que j'ai une question qui a pratiquement deux volets. Donc, un volet purement, disons, ça concerne un petit peu ça. Si on change de photo, si on a pris d'autres photos, puisque même, disons que l'échantillon, si on prend 200 photos, c'est peu par rapport à la masse de photographies qui existe sur Tripoli. Non, sur les 200, on avait toute la période 2013-2016. Donc entre 2013 et 2016, on a trouvé 200 photos sur Tripoli. Si on changeait un petit peu, c'est tout ce que vous avez trouvé. Donc, maintenant, moi, quand j'allais poser une question, est-ce que finalement le choix des photos pouvait influencer, par exemple, sur tout ce qu'il y a comme statistiques que vous avez donné? Oui. Donc on est en train de travailler, c'est la raison pour laquelle on travaille avec Flickr. Plutôt qu'Instagram, etc., c'est que Flickr, c'est facile à programmer. Donc pour vous les informaticiens, ça vous intéresse. Il y a un API, donc vous pouvez développer du programme pour aller chercher automatiquement les photos sur Flickr. Nous pour le moment, on a fait simplement une recherche sur Flickr. On a trouvé 200 photos et on les a classées à la main. On est en train de développer un programme informatique pour faire ça de manière automatique sur la période 2004-2016 et aller rechercher de manière automatique l'auteur de la photo, les tags, les commentaires, la localisation pour avoir une base de données beaucoup plus grosse et je pense qu'on va arriver à 2-3 000 photos. Et donc là, on va travailler sur une base beaucoup plus statistique. Et c'est pour ça qu'on utilise Flickr et on sait qu'on va probablement, les résultats vont encore changer dans les mois qui viennent. C'est-à-dire, là, c'est un petit peu le deuxième volet de ma question. Bon, disons, vous parlez de 200 photos, c'est pour Tripoli. Si on voulait faire, par exemple, la même étude pour New York, donc ça va sûrement, ça ne sera pas 200 photos, ça va être beaucoup plus. Sur l'Algérie. Sur l'Algérie, non, je parle d'une ville qui est très connue, disons qu'il y a là où les gens prennent des photos, postent les photos sur les médias sociaux, etc. Moi, je parle ce qui vraiment m'intrigue, c'est un petit peu lorsqu'on a une masse de données énorme, et c'est le cas pratiquement dans plusieurs cas. Donc, est-ce qu'il n'y a pas actuellement des outils automatiques, puisqu'on parle d'image mining, de data mining, etc., est-ce qu'il n'y a pas peut-on prévoir des outils automatiques qui vont permettre un petit peu au moins d'avoir, disons, des connaissances où vous orientez, vous, les architectes, pour justement choisir les meilleurs échantillons possibles? Ah, mais l'idée, c'est de travailler avec les informaticiens. Alors... oui, je continue. Si, alors ce cas, c'est que nous, il y a les premiers travaux qui ont été faits sur Flickr, ça date de 2009-2010. Et ça a été fait, pour répondre à votre question, c'est l'équipe de Carlo Ratti au MIT qui a...
l'équipe de Calorati au MIT qui a travaillé sur un espace très photographié, la Toscane. Bon là, vous avez de la masse. Et ils n'ont pas travaillé sur une ville, ils ont travaillé sur toute la Toscane. Et l'intérêt de nouveau de Flickr, c'est qu'ils peuvent faire plus que simplement repérer des hotspots, qui est l'application la plus courante, c'est repérer des endroits où il est plus photographié. Ils ont aussi pu regarder, oui, mais on va générer la base de données, on va, à travers les programmes développés pour aller chercher des photos sur Flickr, on va reprendre chaque fois le nom ou l'ID du photographe. Et de cette manière-là, on peut caractériser des profils de touristes. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait ce travail-là? On distingue deux grands types de profils. Si vous comparez les Américains et les Italiens, les Américains ne font que le cœur des villes. Ils passent de Sienne, Florence, ils font 3-4 villes, et puis ils partent. Les Italiens vont dans les villes et les campagnes. Ils ont un parcours beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié en termes de parcours. Donc on peut travailler de cette manière-là pour aller chercher des grands nombres d'individus, pas seulement l'endroit spécifique qu'ils photographient, mais les parcours qu'ils vont réaliser à l'intérieur d'un territoire, pas seulement d'une ville, cette fois-ci. Mais ça demande effectivement de travailler sur du développement logiciel, constitution de base de données, traitement statistique de cette base de données, géolocalisation et analyse spatiale du résultat. Donc on a toute la chaîne qui se met en place, et ça c'est tout nouveau, c'est une perspective qui s'ouvre depuis l'avènement des médias sociaux. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, par rapport à du traitement automatique, on est aussi intéressé, nous, par rapport à tout ce traitement-là, à essayer de trouver du sens. Et ce sens-là, c'est pour ça aussi qu'on a travaillé, d'une certaine manière, on a commencé par travailler la main. Et ça, c'est un conseil que je donne toujours aux chercheurs. Avant de programmer, vous sortez 10, 20, 30 photos, vous allez les analyser. Vous essayez de comprendre pourquoi ces photos ont été prises, pourquoi elles ont du sens pour les gens qui les ont prises. Et c'est pour ça que la chercheuse a pris 200 photos pour commencer à travailler. Elle les a imprimées, analysées une par une. Et maintenant, elle est en mesure de dire ce qu'elle souhaite voir analysé par un informaticien. Avant ça, on ne peut pas travailler parce que nous, ce qu'on souhaite, ce n'est pas seulement les hotspots, ce n'est pas seulement les points qui sont partagés par les gens, c'est aussi les tags. Qu'est-ce qu'ils mettent comme commentaire, comme tag sur leur photo? Et vous voyez, le tag le plus utilisé, c'est architecture, puis ville, bâtiment. Ça nous donne des informations, pas seulement sur la photo, c'est sur le patrimoine aussi. Donc on réfléchit sur comment peut-on collaborer avec les informaticiens pour faire des requêtes intéressantes, sachant que l'objectif effectivement c'est de produire de la donnée spatiale à travers ces bases de données. Je vous remercie encore, professeur Teller, et je remercie l'assistance pour l'intérêt de la lecture. Donc, je voudrais vous informer qu'il y a eu un petit changement au niveau de la programmation. Donc, à 15h, on aura la formation de DEPMAP, et puis vers 16h30, ça sera la table ronde avec le professeur Teller. Et la table ronde est ouverte pour tout le monde. Okay? Donc, bon appétit. Merci.